Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis Maxime Kugler, responsable de l'offre financière chez Alta Profit. Nous sommes encore qu'en janvier 2026 et l'année s'annonce déjà comme très mouvementée, notamment sur les marchés financiers et à cause de la géopolitique. Beaucoup de questions se posent. Comment se porte l'économie américaine, européenne et dans le reste du monde? L'intelligence artificielle sera-t-il toujours à la mode en 2026? Le monde est-il en train de changer? Et surtout, comment bien préparer cette nouvelle année? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain Gogri de Odo BHF Asset Management. Bonjour Romain. Bonjour. Nous venons de vivre donc une très belle année 2025 sur les marchés financiers avec des performances à 2 chiffres sur les principaux indices. Nous allons donc commencer par revenir sur l'année 2025 dans un premier temps avant de nous projeter sur les enjeux et les perspectives 2026. Nous terminerons donc un point sur les résultats de la gestion pilotée Odo en 2025. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat et nous y répondrons à la fin du webinaire. Romain, pour commencer, comment illustrerais-tu ce début d'année 2026 ? Alors, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on a préparé une petite slide pour illustrer un peu cette année 2026. Donc, on a choisi d'illustrer par un petit jeu de mots. Donc, est-ce qu'on aura une année plutôt bull, donc très porteuse sur les marchés, à l'instar un peu de l'année 2025, ou est-ce qu'on aura plutôt une année bulle, donc plutôt un éclatement de la bulle, notamment la bulle liée aux valeurs de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a certes des arguments qui plaident pour l'un ou pour l'autre. On va tenter de répondre à cette question tout au long de cette présentation. D'accord. On va commencer donc par rappeler que l'année 2025 a délivré d'excellentes performances. On va revenir un petit peu sur l'état des lieux 2025 pour mieux entrer dans 2026. Exactement. Donc, avant de se projeter sur 2026, regardons d'où nous venons. Donc, 2025 était un très bon cru sur les marchés financiers, notamment sur les marchés actions. Donc, vous pouvez le voir, c'est la partie de gauche de cette slide où on voit qu'on avait des performances à deux chiffres, vous l'avez dit, notamment les marchés émergents. On peut parler de la Corée, de la Chine, notamment des marchés qui sont quand même assez portés aussi toujours par ces valeurs liées à l'intelligence artificielle. Donc, une bonne année sur les marchés actions, des performances dans l'ensemble positives aussi sur les marchés obligataires, à l'exception des taux souverains japonais, mais là on est dans un cycle assez différent, plutôt à rebours des autres économies, on a plutôt des cycles de hausse de taux et dans une moindre proportion des performances aussi sensiblement négatives pour les taux souverains allemands. Année record pour l'or, donc 65% sur l'année pour l'or, quand le prix du baril chutait de 17% et moins 6% pour le Bitcoin. Alors justement, on vient de voir que l'année 2025 a été très bonne. Est-ce qu'il faut s'attendre à une année 2026 où les marchés vont poursuivre sur leur lancée ou au contraire une phase de correction, de prise de bénéfices après les rendements aussi élevés en 2025 ? Cette question est assez légitime. Nous, on plaide plutôt pour un marché encore porteur en 2026 et notamment sur les actions américaines. Alors, pourquoi sommes-nous convaincus que les actions américaines vont encore délivrer de belles performances et d'autant plus qu'il y a quand même des zones d'ombre aujourd'hui sur la macroéconomie américaine, la principale étant un effritement un peu du marché du travail. C'est vrai, quand on regarde ce graphique, on voit que le nombre de créations de postes est en baisse, le chômage est en hausse et de facto, ça a forcément un impact sur le consommateur américain. Il faut rappeler quand même que le consommateur américain, c'est vraiment la courroie de distribution de l'économie américaine. Et ça, on le voit réellement sur la slide suivante. On voit que la consommation est plutôt orientée à la baisse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est sur le graphe de droite, on voit ce qu'on appelle une économie en cas. Donc, on voit que c'est surtout les ménages aux revenus les plus modestes qui sont principalement impactés, quand les ménages aux revenus les plus aisés, eux, continuent de voir en fait leurs revenus disponibles augmenter et ne sont pas vraiment impactés par cet effritement du marché du travail. Élément plutôt positif, cette fois-ci, c'est l'inflation. C'est vrai que, rappelez-vous, avril dernier, on a Trump qui vient mettre des taxes douanières sur l'ensemble de la planète. Et là, on se dit, tiens, est-ce que ce n'est pas des mesures qui ont plutôt tendance à refaire repointer l'inflation vers le haut? Et en fait, in fine, non. On a un risque d'inflation qui est plutôt contenu et avec des données qui pointent plutôt vers le bas. Donc ça, c'est plutôt positif et ça permet notamment à la Banque centrale américaine, la Fed, de continuer en 2026, de baisser les taux
D'ailleurs, on peut voir sur le graphe de gauche que ce soit les marchés financiers, les gouverneurs de la Banque centrale, il y a déjà 2 baisses de taux qui sont attendues pour 2026. Et ça, c'est très positif pour le marché action. Autre élément positif, en plus d'avoir une politique monétaire accommodante, on a aussi une politique budgétaire qui va venir soutenir cette économie, avec en premier lieu la mise en place de cette One Big Beautiful Bill, dont on voit l'effet positif sur la croissance dans les années à venir sur le cercle de gauche. Et là encore, quand on regarde le cercle de droite, c'est essentiellement les revenus les plus aisés qui seront les premiers à bénéficier de cette mesure. Donc, en résumé, aux États-Unis, politique monétaire qui va continuer de baisser ses taux, une politique budgétaire accommodante. Donc, clairement, en général, quand on a ces 2 facteurs, c'est synonyme de marché haussier pour les actions. On a quand même une inquiétude, c'est que 2025 a été porté essentiellement par l'intelligence artificielle. Or, il y a la petite sonde de la bulle que vous avez même mentionné au tout début qui arrive. Alors, qu'en est-il réellement? Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, l'année dernière, et même pas que l'année dernière, les années précédentes aussi, les titres ont délivré des performances quand même assez astronomiques. Et si on prend un titre comme Nvidia, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, en termes de valorisation, on n'est pas arrivé sur des montants beaucoup trop importants? En fait, non, on n'est pas sur des niveaux de valorisation qui nous semblent beaucoup trop importants, parce qu'en fait, ils sont justifiés, comme on peut le voir sur le graphique de droite, par une croissance des bénéfices. Donc, tant qu'en fait, on a un titre qui délivre des bénéfices année après année et qu'on a toujours une perspective assez positive, aujourd'hui, en fait, la valorisation sur ce titre se justifie complètement. D'autant plus que si on regarde le graphique de gauche, en fait, on vous a mis les principales bulles historiques qu'on a pu voir sur les marchés financiers, donc à savoir la crise financière au Japon, la bulle des télécoms en Europe, la bulle .com aux États-Unis. Et là, vous voyez la performance 1 an avant l'éclatement de ces bulles. En fait, on se rend compte qu'1 an avant l'éclatement de ces bulles, on a des performances assez astronomiques, stratosphériques, j'ai envie de dire. Donc, tant qu'on n'a pas d'éléments tangibles qui pourraient nous donner des signes d'une inversion de tendance, il faut rester investi sur ces titres. Donc, 2026, on reste investi sur l'intelligence artificielle. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'intelligence artificielle des États-Unis, qu'en est-il chez nous, en Europe? En Europe, c'est un peu plus compliqué, on est un peu moins optimiste, j'ai envie de dire. Alors, il y a aussi des facteurs quand même assez positifs. On parlait de relance budgétaire aux États-Unis. On a aussi une politique budgétaire, notamment en Allemagne, qui va être très supportive pour 2026. Vous pouvez le voir sur la partie droite de cette slide, on vous a énuméré les différents plans de relance qui sont à l'agenda de 2026 en Allemagne. Sans rentrer en détail, on voit qu'il s'agit quand même de plans de relance avec des montants qui sont quand même assez importants. Donc ça, c'est quand même un élément très positif. Mais l'élément un peu plus... j'ai envie d'apporter un peu un bémol, c'est que quand on regarde les prévisions de croissance sur la slide suivante, en zone euro et notamment en Allemagne, en fait, on voit que ces plans de relance sont déjà bien intégrés dans les perspectives de croissance pour 2025. Donc, on a un réel risque d'exécution. C'est-à-dire que si l'agenda 2026, notamment en Allemagne, ne se déroule pas comme prévu, en fait, on peut avoir des perspectives de croissance qui seraient revues à la baisse dans un contexte où la BCE considère qu'elle a déjà fait le travail en 2025 et des cibles d'inflation qui sont aujourd'hui au niveau cible de la BCE. Donc, en fait, si on a une révision à la baisse des estimations de croissance, la BCE n'a pas autant de marge de manœuvre que ça pour opérer. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu plus défensif sur l'Europe. En tout état de cause, si on investit aujourd'hui sur l'Europe, nous, on privilégie les secteurs domestiques. Pourquoi les secteurs domestiques? C'est les secteurs qui sont les plus à même d'être immunisés face aux droits de douane, face à la section 899 que les États-Unis vont mettre en place. Donc, on préfère vraiment se concentrer sur ces secteurs. Je vous ai mis sur la slide qui suit quelques illustrations de marchés très domestiques. Le secteur bancaire, donc c'est un secteur qui a très bien performé en 2025. C'est vrai qu'on parle souvent en fait des performances astronomiques de l'intelligence artificielle, mais si vous regardez la performance des banques européennes, elles ont fait mieux en 2025. Et on pense que la tendance va continuer, d'autant plus qu'on a des rendements des capitaux propres qui sont quand même
assez attractif. Et en termes de valorisation, quand on regarde la valorisation des banques comparée à l'ensemble du marché européen, en fait, on a une certaine décote. Donc, on continue d'investir sur les banques européennes. Deuxième secteur qu'on aime bien, c'est les services aux collectivités. Donc, c'est ce qu'on appelle les utilities. Donc, c'est plutôt un secteur qui est vu comme un secteur assez défensif. C'est pour ça que sur la graphique de gauche, on l'a comparé aux télécoms. Mais en fait, on voit qu'on ne peut pas réellement les comparer parce qu'on a quand même des séquences bénéficiaires qui sont beaucoup plus attractives au sein des utilities. Pourquoi ? C'est notamment en fait porté par toute cette thématique, lancement de nouveaux produits, où on cherche à investir sur les énergies vertes, sur le solaire, et tout ça en fait, ça vient soutenir ce secteur de l'économie. Troisième secteur, la défense. Là aussi, comme les banques, ça a très bien marché en 2025, mais on continue d'être investi sur les valeurs liées à la défense. Pas besoin de détailler le contexte géopolitique actuel. On sait qu'il y a un besoin de réarmement, notamment de l'Europe. Il y a ce plan Rearm Europe qui est en place, il va être déployé en 2026 et ça va drainer des flux dans ces entreprises. Donc, on continue d'être favorable sur la défense européenne, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs ne sont pas investis sur ce segment. Et enfin, les small caps. On était déjà positif en 2025 sur les small caps européennes. Malheureusement, ça n'a pas encore délivré vraiment en 2025, mais on est convaincu qu'en 2026, il faut investir sur les small caps. Pourquoi ? En fait, on a un tel écart de valorisation. Historiquement, en général, les small caps se payent plus cher que les large caps. Mais depuis 2023, on voit qu'on a eu un inversement de tendance et ça s'est d'autant plus écarté. Aujourd'hui, on a tel écart de valorisation relative, c'est historique, il faut y aller. D'autant plus que quand on regarde la partie droite de cette slide, on voit qu'en termes de croissance des bénéfices attendus, en fait, on attend beaucoup plus de bénéfices sur les small caps que les large caps. Donc, pour résumer, positif sur les États-Unis, un peu plus mitigé sur l'Europe, ou du moins sélectif, plus que mitigé. Sélectif, exactement. Sélectif. Et il nous reste des pays émergents. Alors, les pays émergents, donc, on l'a vu en début de présentation, 2025, c'était vraiment une année phare pour les pays émergents. À l'exception de l'Inde, c'est un peu le seul pays qui était un peu en retrait. On continue d'être positif sur les marchés émergents. En termes de valorisation, et notamment en termes de valorisation relatif versus les marchés américains, en fait, on est sur des multiples de valos qui sont encore très attractifs à nos yeux, d'autant plus que là aussi, on a quand même des attentes en termes de croissance des bénéfices assez positifs, notamment en Corée. Donc, nous, on continue de favoriser les marchés asiatiques, la Chine, la Corée. C'est vrai que c'est quand même aussi des marchés qui font la part belle aux valeurs technologiques, notamment la Corée. Donc, peut-être que, je vais parler de l'Inde, ça peut valoir le coup de commencer à diversifier, à regarder en Inde, d'autant plus que l'Inde, en fait, offre une exposition assez globale. C'est vrai que l'indice indien est quand même bien réparti sur différents secteurs. Donc, la Chine, la Corée, et commencer à regarder l'Inde, ça peut faire du sens. Les marchés taux ? Alors, les marchés taux, c'est plus compliqué. On est beaucoup moins excité par le développement sur les marchés des taux, notamment sur les marchés souverains. C'est vrai qu'on disait que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, donc politique fiscale expansionniste, le corollaire de ça, en fait, c'est un questionnement sur la trajectoire de la dette aux États-Unis. On l'avait vu déjà en 2025, on a eu vraiment une quantification des courbes de taux. Pourquoi une quantification des courbes de taux ? Il y a une incertitude. Donc, pour aller se positionner sur la partie longue de la courbe, les investisseurs demandent une prime et donc on a la constitution de cette prime de risque. Et donc, un effet sur la quantification de la courbe de taux. Donc, on va plutôt éviter notamment les taux longs américains. Idem sur les taux souverains européens. Là aussi, un plan de relance assez important en Allemagne. Et pour financer ces mesures, l'État allemand, en fait, va aller s'endetter sur les marchés obligataires. C'est vrai qu'habituellement, on parle souvent des problèmes de dette en Europe, on pointe souvent la France. L'Allemagne a toujours été le bon élève et il était peu leveragé. Et là, aujourd'hui, il va aller chercher des capitaux sur les marchés obligataires. On parle de 170 à 190 milliards de nouvelles émissions. Est-ce que le marché sera en capacité d'absorber une telle masse ? C'est la question qu'on peut se poser pour ces raisons.
là aussi, on va plutôt privilégier le marché du crédit, mais pas n'importe quel segment du marché du crédit, parce que le marché du crédit aussi peut poser aussi certaines questions. Donc on peut avancer dans les slides pour illustrer ce point. Alors certes, on a des rendements qui restent attractifs, mais en termes de compression des spreads, en fait, on est sur des niveaux qui sont vraiment très très bas. Donc on va aller se positionner sur des maturités courtes pour éviter ce risque de taux. Donc la conclusion dans ce contexte. Et donc dans ce contexte, s'il fallait répondre à la question qu'on posait en début de présentation, on est clairement plus boule que bulle. Alors là, on a remis les principales convictions. Donc, positif sur les actions, on privilégie les marchés américains, les marchés émergents, notamment l'Asie. Sur l'Europe, on privilégie les secteurs domestiques peu sensibles aux droits de douane. Sur les taux, plutôt défensif. Là, on va aller privilégier le crédit et les maturités courtes. Maintenant, dans ce contexte et avec ces vues, quelles sont les solutions que vous préconisez pour qui vont suivre, bien sûr, vos recommandations? Alors, j'aimerais mettre en avant 2 produits. Le premier, c'est le tout nouveau de la gamme Odo. C'est un fonds qui a été lancé cet été. Donc, le fonds Odo BHF Global Navigator. Et un peu comme son nom l'indique, c'est le fonds qui vous permet de naviguer, peu importe l'environnement de marché. Donc, c'est un fonds flexible qui investit sur les actions, sur les obligations à travers le monde. Il peut également investir sur les matières premières. Et en gros, si vous voulez, c'est le fonds qui va nous permettre d'implémenter toutes les vues stratégiques qu'on vient d'énumérer. Donc, c'est un peu, si vous voulez, une gestion pilotée, packagée dans un seul véhicule. Donc, c'est vraiment un fonds que j'aime bien, qu'on met en avant en ce début d'année. Deuxième solution, le fonds Euro Credit Short Duration. Donc, je parlais du marché obligataire sur lequel il fallait privilégier le crédit et les maturités courtes. Donc, c'est le véhicule idéal pour aller se positionner sur ce marché. Alors, pour information, l'un des 2 fonds étant tout nouveau, il arrivera dans notre gamme dans les prochains jours. Il n'est pas encore totalement présent. Merci pour tous ces éléments de contexte. Je vous propose maintenant de conclure un peu cette partie du webinaire avec vos performances et comment vous avez vécu l'année 2025 avec votre gestion pilotée. Très bien. Donc là, on vous a mis les différents arbitrages qu'on avait pu faire sur les 3 profils de gestion. Donc au mois de mars, déjà, on a fait un premier arbitrage pour renforcer les actions, notamment les actions européennes. Et on avait déjà commencé à renforcer le crédit court, on en parlait déjà, c'était déjà une de nos convictions en début d'année dernière. Au mois d'avril, faut rappeler un peu le contexte, on avait Donald Trump qui venait de mettre des droits de douane à travers le monde, les marchés qui étaient plutôt orientés à la baisse, pas énormément de visibilité, donc là on a préféré être un peu plus prudent et on a réduit l'exposition actions, notamment en allégeant la partie japonaise. In fine, ça ne s'est pas porté très porteur parce que par la suite, les actions japonaises ont bien délivré. Mais c'est vrai que dans ce contexte, il y avait une certaine incertitude. On a préféré avoir un positionnement un peu plus prudent. Mois de juillet, donc là, on a commencé à renforcer les petites capitalisations. On parlait des petites capitalisations européennes, mais on est également aussi assez positif sur les small caps américaines. On a commencé à en mettre au mois de juillet dans les portefeuilles. Enfin, au mois d'octobre, donc là, on avait renforcé une exposition qui était déjà bien présente, celle des marchés émergents, en introduisant le fonds Odo BHF China Equity Star. Et enfin, en fin d'année, donc au mois de décembre, là, on avait commencé justement à opérer ce rebalancing au sein de la poche action en faveur du marché américain. Alors là, on vous a mis les performances des 3 profils. Donc là, le premier, c'est le profil prudent, comme son nom l'indique, par moins d'actions, un peu plus de taux et surtout qui fait la part belle au contrat euro. C'est comme ça que s'articulent nos 3 profils. On a vraiment 3 moteurs de performance. On a le moteur action qui sera moins présent sur le profil prudent et plus présent sur le profil offensif, dynamique, bien entendu. Après, le deuxième moteur de performance, c'est la brique obligataire. Et enfin,
Le troisième, c'est le contrat euro. Alors là, on a arrêté les performances au mois de novembre. Parce que les fonds euros ne sont pas encore distribués. Exactement, donc on n'est pas en capacité de calculer la valorisation sur le mois de décembre. Ça devrait arriver très prochainement. Donc, et pour donner aussi un peu de contexte, comment on valorise tout au long de l'année avec un contrat euro qu'on ne connaît pas? En fait, on prend le taux minimum garanti qui nous est communiqué par l'assureur en début d'année. Et donc, on est parti avec un taux minimum garanti de 0. Donc, autant dire que là, on a un moteur de performance qui a été éteint depuis le début de l'année. Et une fois qu'on aura fait la valorisation du mois de décembre, notamment sur le profil prudent, on aura quand même une réserve de performance à injecter dans la performance qu'on vous montre ce soir. Donc, le profil prudent, 0,9%, donc un peu moins d'1%. Le profil équilibré, 2,5%. Et le profil dynamique, 4,8%. Donc, on peut voir sur la slide suivante, il y a quand même une certaine hiérarchie au sein des profils. On voit que le profil dynamique, celui qui a le plus délivré dans un contexte où les marchés actions étaient quand même assez porteurs. Merci pour tout. Maintenant, je vous propose de passer aux différentes questions du chat. Merci. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner votre position sur le Japon aujourd'hui? Alors, je disais globalement, plutôt positif sur les marchés actions. Je n'ai pas parlé du Japon. Le Japon, c'est l'une des seules zones où on est plutôt sous-pondéré. Je le disais tout à l'heure, le Japon, le marché japonais, c'est un peu un marché qui est un peu à rebours des autres économies développées, là où en Europe et aux États-Unis, on est plutôt dans des phases de baisse de taux. Au Japon, c'est l'inverse, plutôt dans un cycle de hausse des taux. Donc, on préfère aujourd'hui aller s'orienter sur des marchés qui vont plutôt être stimulés par des politiques monétaires, des politiques budgétaires un peu plus supportives. Donc, on va aller favoriser les marchés américains émergents au détriment des marchés japonais. Merci. Pensez-vous qu'on peut encore miser sur les OPCVM qui ont pour thématique l'or? Alors, c'est toujours une bonne diversification. L'or, ça a apporté quand même une performance assez astronomique ces dernières années. Donc, je disais plus de 60% sur 2025. Dans un portefeuille, dans une allocation globale, c'est toujours bien d'avoir un actif un peu décorrélé. On sait que l'or, quand il y a des incertitudes, ça va avoir une performance décorrélée des marchés actions. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce type de brique dans son portefeuille dans l'ensemble. Donc, moi, je préconise d'avoir toujours un peu d'or dans son portefeuille. Après, ça ne doit pas être aujourd'hui la majorité de son allocation. Mais ça fait du sens de garder toujours un peu en portefeuille. Merci. Peut-être plus pour Maxime, celle-là. Est-il possible d'avoir dans le même contrat un compartiment mandat gestion pilotée et un compartiment en gestion libre? Ça dépend de nos contrats. Donc, sur certains, oui. Sur d'autres, non. Appelez votre conseiller pour en savoir un peu plus à ce niveau-là. Merci. Ne faut-il pas se méfier de la politique de Trump vis-à-vis de l'Europe? Ça, c'est évident. C'est évident qu'il faut se méfier de la politique de Trump parce que déjà, elle est assez certaine. On a eu une illustration très récemment à Davos. Donc, en général, il menace. Après, il se rétracte. C'est vraiment ce qu'on avait appelé en 2025 le fameux taco trade. Donc, il est imprévisible. C'est pour ça que si on investit sur l'Europe, nous, on privilégie les marchés domestiques qui sont vraiment les plus immunisés au phénomène Trump. Mais bien entendu, c'est tellement imprévisible qu'il faut se méfier, de Trump, bien entendu. Merci. Quel niveau de change euro-dollar vous anticipez au cours de l'année 2026? Alors, j'aurais du mal à mettre un chiffre sur la table, mais on a vu qu'en 2025, le dollar s'est quand même fortement déprécié versus l'euro, environ 13-14%. On pense notamment compte tenu du développement sur les déficits américains, les politiques monétaires et les politiques budgétaires, on pense que à court terme, l'euro devrait continuer de s'apprécier versus le dollar. Après, c'est difficile aujourd'hui de vraiment mettre une target, mais on pense que la tendance pourrait continuer à court terme. Merci. Les data centers US auront-ils assez d'électricité pour fonctionner comme vos projections en 2026, 2027, 2028? Alors, ça met surtout en avant en fait, une thématique très intéressante. Aujourd'hui, c'est clair que les data centers demandent une énergie monstrueuse pour tourner. C'est pour ça que
souvent, quand on parlait de la ruée vers l'or, on disait que c'était utile aussi de ne pas forcément d'investir uniquement sur l'or, mais aussi Sur les pioches. sur les pioches. Donc, c'est aussi une façon de jouer l'intelligence artificielle, c'est d'aller investir sur cette thématique vraiment de l'électricité. Et c'est vrai qu'il y a un besoin. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de ressources pour faire tourner tous ces data centers. Donc, il y a des efforts à faire et ça peut être justement une très bonne idée d'allocation en 2026. Merci. Que pensez-vous des ETF à thématique, plus précisément espace, nucléaire, cybersécurité, quantique et robotique? Alors, nucléaire, je vais en parler. Donc, c'est vraiment une thématique qui peut être, qui peut vraiment être un des gagnants de l'intelligence artificielle, développement de l'intelligence artificielle. Après, dans son ensemble, les thématiques, c'est vraiment quelque chose des fonds, des ETF qui ont vraiment fleuri ces dernières années. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a tout, il y a à boire et à manger. Il faut vraiment voir comment la thématique est construite. Est-ce qu'on est vraiment sur un fonds pur thématique, un pur player, ou on est vraiment sur quelque chose un peu plus, avec une approche un peu plus marketée? Il y a des thématiques qui sont intéressantes. Juste pour avoir le détail sur la thématique qui était énumérée, donc il y avait nucléaire. Donc je pense que nucléaire. Espace, nucléaire, cybersécurité, quantique et robotique. Alors, tout ça, ça fait vraiment partie, hormis le nucléaire, de ce que je mettrais dans la grosse thématique tech, industrie 3.0. Donc, aujourd'hui, dans le sillage un peu de l'intelligence artificielle, de la robotisation, c'est des thématiques qui restent porteuses selon nous. Ça répond plutôt à la question qu'on a au début, est-ce qu'on va vers un éclatement de la bulle? Non, on pense que non. Donc, avoir ces thématiques en portefeuille aujourd'hui fait sens. Merci. Est-ce que tous vos conseils tiennent compte des derniers événements géopolitiques de ces dernières heures par rapport au Groenland et des conséquences éventuelles? Alors, on a commencé à préparer toutes ces slides avant que Donald parle hier, mais bien entendu, ça tient compte de tout ça. Quand je dis qu'il faut aller investir sur les actions européennes domestiques, bah, il y a un peu d'anticipation. On sait très bien que Trump, à tout moment, il peut aller taper tantôt sur le Groenland, tantôt sur la Chine. Donc oui, on essaye de prendre tout ça en considération. C'est toujours très imprévisible, mais sans avoir eu un axe très fort dans la rédaction de cette présentation sur ce qui allait se passer à Davos. On n'avait pas de cristal, mais oui, ça ne remet pas en cause le discours, en tout cas. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur le Brésil? Alors le Brésil, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on a parlé des marchés émergents. On a surtout parlé des pays asiatiques. C'est quelque chose qu'on a un peu moins regardé récemment, même si c'est vrai que les performances là aussi étaient très bonnes. On en a en portefeuille, mais de façon plutôt indirecte, où on va investir dans un ETF, typiquement qui va investir sur l'ensemble des marchés émergents. Donc positif comme on l'est sur l'ensemble des marchés émergents, mais peut-être un peu moins que sur les marchés asiatiques notamment. Merci. Faut-il investir sur les matières premières en 2026? Alors, les matières premières, c'est assez large. Si on prend les métaux précieux, j'en parlais tout à l'heure, l'or, ça vaut toujours le coup d'avoir un outil un peu décorrélé. Après, le pétrole, voilà, c'est peut-être un peu moins porteur. On voit qu'on a quand même une demande globale qui est plutôt orientée à la baisse. Donc peut-être pas forcément sur toutes les matières premières. Les métaux précieux, oui. Sur le pétrole, un peu plus sceptique. Merci. Aux États-Unis, les petits investisseurs font du crédit pour acheter en bourse. En cas de bulle qui éclaterait, aurions-nous une crise financière aux États-Unis suite à un non-paiement en masse des petits investisseurs avec contagion vers leurs banques prêteuses? Alors ça, c'est une très bonne question, assez technique, mais c'est vrai qu'on a vu se mettre en place des sortes d'investissements un peu circulaires, cette histoire d'Oracle qui investit dans OpenAI, qui in fine investit dans Oracle. Et tout ça, en fait, c'est vrai que tout ça se fait derrière avec des véhicules, des SPV. Comme on a pu connaître en 2007-2008 avec la crise des subprimes. Et on a un peu cette crainte avec un peu ce scénario qui se remet en place avec donc ces SPV qui derrière en fait sont portés par des investissements en tel. Et donc c'est des choses qu'il faut surveiller effectivement. Merci.
Quelle est la maturité moyenne de la dette du Trésor États-Unis? Qu'on détient en portefeuille ou, si on prend le 10 ans américain qui est un peu La référence. la référence, donc 10 ans, mais aujourd'hui, en fait, c'est plutôt une sensibilité de 8 années qui est embarquée. Mais globalement, comme je disais dans la présentation, on va éviter tout de ce segment 10 et 8, 10 et plus. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur l'évolution du pétrole selon vous en 2026? Alors, j'en ai parlé très, très rapidement. En 2025, on a vu que le cours du baril est plutôt orienté à la baisse, donc dans un contexte où on a une demande globale qui se tarit un peu. Donc, de façon très tactique, aller investir sur du pétrole autour de $60 le baril, ça peut faire du sens. Est-ce qu'à long terme, je préconise d'aller se positionner sur le pétrole? Pas forcément. Merci. Du coup, j'ai un petit retour sur la dette. C'était la dette publiée, passée à l'acheter par Odo. Ah, d'accord. La question précédente. J'ai pas vraiment les grandeurs, enfin les chiffres en tête, mais globalement, les émissions qui ont été faites dernièrement par le Trésor étaient plutôt sur des segments plutôt longs, du 20 ans. On avait aussi des émissions sur le 5 ans, mais j'ai pas vraiment les volumes en tête. Merci. Vous disiez que l'intelligence artificielle serait encore porteuse en 2026. En est-il de même pour la tech? Je parle souvent d'intelligence artificielle, mais c'est vraiment la tech dans son ensemble. Mais attention, c'est vrai qu'il y a quand même des valeurs de la tech, notamment les valeurs de software, qui sont peut-être plus un peu identifiées comme des losers un peu d'intelligence artificielle. Et on l'a vu notamment dans la performance sur les premières semaines de 2026. Si on allait investir sur des semi-conducteurs, ça a marché plutôt bien. Si on allait investir au contraire sur des softwares, on voit qu'on a vraiment un écartement, une performance complètement différente. Donc, au sein de la tech, il faut quand même là aussi être assez sélectif. Nous, on aime bien les valeurs, justement, on en parlait tout à l'heure, comme Nvidia. Sur les semis, on pense qu'il y a encore de la croissance à aller chercher. Merci beaucoup. Et une dernière question. Qu'en est-il du risque systémique de l'immobilier chinois et des conséquences sur la Chine si un des acteurs majeurs devait faire défaut? Alors, la Chine, c'est toujours un peu le caillou dans la chaussure, un peu aujourd'hui, quand on regarde le marché chinois. Donc, ils sont toujours un peu enlisés dans cette problématique de crise immobilière. De facto, ça a créé un peu une demande interne assez faible parce qu'on sait que l'immobilier pour le ménage chinois, c'est quasiment 70% du patrimoine. Donc, c'est vrai que c'est un peu le caillou dans la chaussure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, clairement, on ne va pas aller se positionner sur des foncières chinoises. Donc, on va plutôt aller investir là aussi sur des valeurs qui sont liées à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on parle souvent en fait du savoir-faire américain, mais on a vu avec l'épisode DeepSeek que les Chinois n'ont rien à envier aux Américains, et d'autant plus qu'ils développent des solutions en open source qui sont beaucoup moins demandeuses en CAPEX. Donc, c'est vrai que on se demande bien comment la Chine va vraiment régler ce problème de crise immobilière. C'est toujours un peu le caillou dans la chaussure de la Chine aujourd'hui. Une dernière question finalement, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur l'investissement dans le secteur de la santé? Alors, la santé, c'est là aussi un secteur qui n'a pas forcément délivré les meilleures performances en 2025. D'un point de vue valorisation, on n'est pas non plus sur des valorisations délirantes, donc c'est quelque chose qu'on pourra regarder en 2026. C'est vrai qu'il y avait quand même eu un engouement plutôt en 2024 avec cette thématique GLP-1 qui avait vraiment délivré des très très belles performances, petites comme Eli Lilly aux États-Unis pour Novo Nordisk. Et après, on a vu qu'il y avait quand même un peu des performances un peu plus décevantes en 2025, mais c'est vrai que la santé, ça pourrait être des secteurs qui pourraient revenir un peu sur le devant de la scène en 2026. Merci beaucoup. Si on n'a pas eu le temps de répondre à votre question, sachez que vous serez contacté par un conseiller Alta Profit qui répondra à votre question. Et Maxime, je te laisse conclure. Merci à tous pour vos très nombreuses questions ce soir. Je remercie également Romain Gogri donc de Odo BHF Asset Management pour cette présentation et pour avoir joué le jeu de répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également nous écrire ou contacter votre conseiller à Alta Profit. On sera une joie d'y répondre.
Le webinaire sera en replay dès demain sur notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.